Bonsoir, bienvenue dans Caraïbes. Ce soir, direction les États-Unis. Nous nous penchons sur leur politique migratoire. Les migrants de la Caraïbe et d'Amérique latine n'ont jamais été aussi nombreux à se bousculer aux portes de ce pays. Nous irons à El Paso, sur la frontière texane, entendre des témoignages de migrants. Nous reviendrons également sur le traitement infligé aux réfugiés haïtiens lors de la crise inédite de Del Rio. C'était en septembre 2021. Pour en parler, avec nous, un invité, monsieur l'ambassadeur Daniel Foote. Daniel Foote est l'ancien envoyé spécial de Joe Biden en Haïti. Ce diplomate de carrière a jeté l'éponge il y a 1 an et demi et mis les pieds dans le plat après l'expulsion massive d'Haïtiens des États-Unis. Avant de retrouver notre invité, revenons maintenant sur une crise migratoire inédite qui avait fait la une de l'actualité. C'était en septembre 2021. Plus de 15 000 Haïtiens s'étaient soudainement retrouvés coincés sous un pont du Texas. Ils avaient ensuite été expulsés à la hâte vers Haïti par l'administration Biden. Une image en particulier avait choqué, celle de migrants haïtiens harcelés par des gardes frontières à cheval. Retour sur cette crise où l'arbitraire et les violations des droits humains ont dominé. Un reportage de Michel Gendre. Ils ont déboulé sans crier gare un dimanche soir sur cette frontière entre le Mexique et les États-Unis. Des ombres, par dizaines puis par centaines, ont traversé le Rio Grande afin d'atteindre la rive américaine. Dans l'obscurité, le clapotis de l'eau, le créole s'est fait entendre, révélant l'origine haïtienne de ces clandestins. À l'aube, comme les jours suivants, l'afflux a persisté, massif et incessant, l'effet du bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux. En moins d'une semaine, plus de 15 000 personnes se sont retrouvées aux portes des États-Unis, agglutinées sous le pont d'une des villes frontières du Texas, appelée Del Rio, un nom désormais associé à une crise migratoire sans précédent. La raison pour laquelle ils sont venus à Del Rio, c'est parce que c'est l'un des rares endroits sur la frontière où les cartels mexicains ne taxent pas pour traverser. Tout le monde sait ça grâce aux réseaux sociaux. Ils ont donc compris qu'ils n'auraient pas à payer 2 000, 3 000 $ chacun pour traverser, comme ils le font ailleurs sur la frontière du Texas. Et c'est pour ça qu'ils sont donc venus là. Pendant 10 jours, les projecteurs vont se braquer sur ces Haïtiens coincés sous ce pont, dans cet insolite camp de fortune improvisé sur le sol américain. Les journalistes sont tenus à distance, mais les drones saisissent ces images indignes, un bidonville en plein Texas. Des milliers d'hommes, femmes et enfants entassés dans le dénuement et l'insalubrité. Tous ont soif de s'en sortir, de recevoir la protection du gouvernement américain, et ils patientent sous une chaleur étouffante. Ils n'ont pas quitté ONG entrer. Ils n'ont pas quitté avocat, comme moi-même, avocat droits humains entrer. Ils n'ont pas quitté médecin vrai entrer. Ils n'ont pas quitté ONG entrer, journaliste. Ils ont fermé pour là, barrière là pour tout le monde parce qu'ils n'ont pas voulu ouais, ça qui était en dedans. Et c'est ça qui était en violation grave de droits humains. Donc, ils ont emprisonné en bas pour moi. Quand il y a là, ils ont seulement le gouvernement américain, ils ont seulement une petite bouteille de l'eau. C'est seulement ça qu'ils ont gagné, oui, même pour tout le monde. Permite, Padre, que podamos cruzar y llegar a la frontera y por qué no, Padre, llegar al otro lado con nuestros familiares y tener una mejor vida. Avant de déferler à Del Rio, ces Haïtiens ont effectué une longue marche, semée d'embûches à travers le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Venus principalement du Chili et du Brésil où ils étaient installés, ces migrants ont fui la crise économique et le regain de racisme causé par la pandémie. Ils ont pris la route des États-Unis, motivés par la confusion qui régnait autour de la politique migratoire de Joe Biden. L'occupant de la Maison-Blanche, fraîchement élu, avait promis une politique plus accueillante et plus humaine que son prédécesseur. Certaines personnes informent mal les Haïtiens.
aussi bien ceux qui sont en Haïti que ceux qui résident dans d'autres pays, qu'ils peuvent venir aux États-Unis et rester. À cause du statut de protection temporaire qui a été accordé aux Haïtiens, qui étaient déjà là il y a quelques mois. Sous Trump, tout le monde, 90% des gens, hommes, femmes, enfants, étaient repoussés au Mexique. Sous Biden, il a fait une grosse exemption, une dispense pour les familles. C'est pour cela que les familles venaient. Il y avait beaucoup de femmes et d'enfants parce que la politique de Biden était de laisser n'importe qui entrer aux États-Unis à partir du moment où ils avaient un enfant. Et donc, toute personne ayant une famille était là. Ils sont venus avec leur famille parce que c'était leur billet gratuit pour les États-Unis. Pour ces migrants, le principal accès au camp, c'est ce passage sur le Rio Grande. Une digue où le niveau de l'eau est parfois assez bas pour permettre de traverser sans trop risquer d'être emporté par le courant. Une fois installés dans le camp, baptisé ironiquement Bidenville par les conservateurs du Texas, les migrants ont été contraints d'effectuer des allers-retours afin de s'approvisionner en eau et nourriture à Ciudad Acuña, côté Mexique. Les autorités des deux pays ont fermé les yeux dans un premier temps sur ces va-et-vient incessants. Il n'y a pas de nourriture, il y a des enfants là-bas, il y a des bébés, beaucoup de bébés qui ont faim, il n'y a pas de lait, il n'y a rien. No hay suficiente comida para dar a toda la gente que está adentro, pero las cosas son muy peores. Nosotros tenemos que salir para buscar la comida. Un événement va mettre sous les feux des projecteurs le traitement dont sont victimes ces réfugiés haïtiens. Alors qu'ils tentent de retourner dans le camp avec des provisions, certains sont refoulés, menacés, insultés et poursuivis comme du bétail par la patrouille frontalière à cheval. Les images de leurs manœuvres agressives font le tour du monde, soulèvent l'indignation et relancent le débat sur les abus envers les migrants noirs. C'est devenu controversé parce que nous avons vu des vidéos et des photos des agents de la patrouille frontalière à cheval prenant des mesures assez agressives pour essayer de rassembler et de repousser les migrants qui tentaient de traverser la frontière sud vers les États-Unis. Et ces agents semblent à un moment donné utiliser des fouets ou leurs rênes pour fouetter certains migrants et ils ont utilisé leurs chevaux pour bousculer les migrants. Voir des gens traités comme ils l'ont fait, des chevaux leur courant après, des gens en train d'être fouettés, c'est scandaleux. Je vous promets que ces gens paieront. Bagaille comme ça, discrimination contre Haïtiens, ça fait plusieurs années que ça arrivait. Et c'est seulement, c'est comme si en période, il y a un symbole qui montrait et discrimination systématique contre migrants noirs en général, mais surtout haïtiens. En 1990, ils ont ouvert Guantanamo Bay, Guantanamo en Cuba. Et pas ouvert pour 9/11, 9/11. Et pas pour ça, non? C'était pour haïtiens, ils ont ouvert Guantanamo Bay. Donc ça, c'est juste pour montrer la mentalité gouvernement américain. Et comme si ils ont toujours pensé migrants haïtiens, monde qui pas arrêter Haïti, parce que Haïti pas stable, pas de sécurité, ils ont criminalisé ils ont puni et ils ont fait n'importe quoi qu'ils sont capables de faire pour retourner à Haïti et pour convaincre de ne pas venir aux États-Unis. Dans un rapport de 500 pages publié 10 mois après les faits, les enquêteurs déclarent n'avoir trouvé aucune preuve que les agents à cheval aient frappé les migrants. S'ils reconnaissent que les fonctionnaires ont eu une conduite non appropriée, aucune suite judiciaire n'est donnée à cette affaire. Ils n'ont pas fait interview avec aucun migrant, avec aucun haïtien. Mais nous connaissons, si il y a un crime, c'est un crime fait, la police a fait interview avec moun qui témoin ou bien moun qui victime. Et pas investigation, c'est pas une enquête vraie. Et c'est comme ça le racisme lié dans les États-Unis. Vous comprenez? Il a passé, et puis quand il y a là, nous nous dit, oh, il a dénoncé lui, mais pas de justice. Cette crise vire au casse-tête politique pour Joe Biden. Il est critiqué au sein de son propre camp pour le traitement infligé aux Haïtiens.
Critiqué aussi sur sa droite par l'opposition républicaine pour son manque de fermeté sur les questions migratoires. Au Texas, le gouverneur trumpiste de l'État joue les gros bras, n'hésitant pas à déployer un interminable mur de voitures de police à Del Rio, le long du fleuve, pour stopper les intrusions d'Haïtiens. L'administration Biden a découvert qu'elle avait un problème politique majeur parce que ce camp ne pouvait que grossir. Tant de gens venaient et ils les dirigeaient dedans. Mais ils devaient nettoyer le camp et le moyen de le faire disparaître, c'est en revenant aux politiques de Trump qui fonctionnaient réellement. Donc ils ont rétabli les politiques de Trump de déportation aérienne vers Haïti. Si Joe Biden avait arrêté les vols d'expulsion après son entrée en fonction, il fait volte-face avec cette crise. Comme son prédécesseur, il contourne les lois d'immigration en utilisant une ordonnance connue sous le nom de titre 42, une disposition qui permet, sous couvert du Covid, de faire fi du droit à l'asile et d'expulser. Le titre 42 est applicable et a été appliqué à toutes les migrations irrégulières pendant cette pandémie. Il n'est pas spécifique aux ressortissants haïtiens ou à la situation actuelle. Dans ce livre, sorti le mois dernier, Todd Bensman raconte en détail ces refoulements massifs d'Haïtiens. Les chauffeurs des autobus chargés de les sortir du camp, comme les équipages des avions, avaient reçu l'ordre de ne pas divulguer la destination finale. On a d'abord dirigé les réfugiés vers des lieux de détention, leur faisant croire que leur demande d'asile allait être examinée. Mettez mon côté, je parle avec nous, je dis, nous allons faire une famille, nous capricieux dans nous. Tout le monde est content, mais même quand on n'est pas content, parce que côté moi, je suis pas sous bonne voie. Le plan de déportation aérienne dans le cadre de la liquidation du camp a été tenu très secret durant les 4 ou 5 premiers jours. Quand le premier vol a commencé à descendre pour atterrir, les Haïtiens à bord ont vu les eaux bleues, ils ont réalisé ce qui était en train de se passer et ils se sont révoltés dans l'avion. Ils ont mis l'appareil en pièces. Ils ont arraché chaque coussin de siège. Ils ont démoli l'avion dans une terrible émeute à bord. L'avion a atterri et ils ont manifesté sur le tarmac. Ils refusaient de sortir. Ils ont essayé de détourner un autre avion qui avait atterri. Il y avait des agents de sécurité, des agents haïtiens qui se sont interposés, mais ils ont utilisé leur téléphone portable pour prendre des photos de ce qu'ils faisaient, montrer qu'ils étaient en Haïti, et cela a causé encore plus de violence au Texas. Ils ont pris le contrôle d'autobus, contraint des chauffeurs à s'arrêter et ils se sont échappés. Ils ont détourné au moins 3 ou 4 bus et l'administration a alors réalisé qu'elle devrait utiliser des chaînes. Cette pratique humiliante se généralise lors de ces renvois massifs. En moins de 15 jours, plus de 7000 personnes sont expulsées vers Haïti à bord de 65 vols. Un pont aérien sous bonne garde est en place. Et peu importe si une bonne moitié des passagers sont des femmes et de jeunes enfants renvoyés abusivement. Beaucoup débarquent avec un passeport chilien ou brésilien. Selon la loi ni américaine ni internationale, ils sont obligés de chance pour demander asile, vous comprenez? Et c'est ça le gouvernement américain pas fait avant de déporter. Ils juste déporté. Ils mettent en chaîne, ils marient tant que esclaves. Ils marient 3 fois. Ils marient dans la main, ils marient dans le ceinture, ils marient à pied. Vous comprenez? 3 fois. Donc, ils n'ont pas vraiment marché. Et puis, ils n'ont pas gagné un petit monde avec eux, petit monde, parents, ils marient tant qu'un esclave. Donc, au niveau psychologique, et ça a traumatisé le monde. Ils retourné sans aucune dignité, sans aucun respect, comme si c'est un criminel, mais pire que ça, comme si ils sont esclaves.
États-Unis qui dit non, ou pas de droit là, retournez. Premier ministre, personne ici. Pour tourner tout Haïti dans le pays d'Haïti, dit qu'on occupe. Ces retours massifs et forcés sonnent comme une gifle. Les États-Unis ont obtenu l'approbation formelle d'Ariel Henry, l'homme qui gère les affaires courantes depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Refusant de cautionner cette manœuvre, Daniel Foote, l'envoyé spécial en Haïti de Joe Biden, démissionne et se justifie dans une lettre ouverte. L'État effondré est incapable d'assurer la sécurité où les services de base et davantage de réfugiés vont alimenter le désespoir et la criminalité. L'administration Biden avait besoin de quelqu'un en Haïti pour accepter ces expulsés du camp. Donc Washington a décrété qu'Ariel Henry serait le Premier ministre, qu'il n'y aurait pas d'élection, et en échange, il a donc accepté toutes les expulsions. Ces renvois à grande échelle sont une tragédie supplémentaire pour Haïti. Le pays est au bord de l'effondrement sur le plan politique, sécuritaire et alimentaire. Une situation aggravée par le séisme qui a frappé le Sud un mois plus tôt, faisant plus de 2000 morts et des milliers de sans-abri. Haïti est classé par le département d'État américain dans la liste des pays à ne pas y mettre les pieds. Mesure à géométrie variable quand il s'agit de ressortissants haïtiens. Nous avons fait une évaluation basée sur les conditions du pays comme nous sommes tenus de le faire. Notre nouvelle identification d'Haïti n'est pas justifiée par les faits et les conditions du pays. Haïti peut en fait recevoir des individus en toute sécurité. À Del Rio, ces expulsions ont l'effet d'une douche froide. De crainte d'être envoyés, les réfugiés encore présents dans le camp décident d'eux-mêmes de retourner au Mexique. 8000 au total font demi-tour en traversant de nouveau le Rio Grande. Joe Biden ne leur a pas offert de bouée de sauvetage. Le fleuve engloutit tous les espoirs. O americano tá pegando o haitiano, tá deportando todo para Haiti. Haiti não tem presidente, não tem trabalho, não vai nada. Tem terremoto, muitas pessoas morreram, aí não é gosto, eu tô atravessando para México. Não quero deportar, porque na Haiti está muito difícil para nós outros. En Haiti no tiene presidente, no tiene nada, solamente la gente que está peleando con la pistola todo el día. Muchos haitianos muertos en Haiti, ellos saben. J'étais au Mexique, j'ai rencontré beaucoup d'Haïtiens là-bas. Ils ont refusé de traverser la frontière parce qu'ils craignaient d'être renvoyés en Haïti. C'était très puissant. Les Haïtiens ont commencé à revenir au bout d'un mois après la fin des vols. Ils ont commencé à arriver. Leur nombre est reparti à la hausse. Et l'administration Biden a donc rétabli à nouveau l'expulsion par voie aérienne. Depuis septembre 2021, ils ont déporté à peu près 22 000 Haïtiens. Donc, parmi Mounsayo, ils n'ont pas gagné aucune protection internationale ou bien nationale d'asile ou bien quelconque. Mais c'est ça qui, avec le processus, nous gagnons qui relève Haitian Bridge Alliance contre le président Biden, l'administration par là. Donc, oui, nous portons plainte et nous gagnons 11 plaignants, 11 moules haïtiens qui étaient en bas point. Nous souhaitons nous capables de joindre justice. Au moins, il y a un jugement qui dit que les États-Unis étaient de violer la loi. Le 24 septembre, les pelleteuses et bulldozers font place nette sous le pont d'El Rio. Il n'y a plus un seul migrant. Comme pour chasser un mauvais souvenir, les traces de l'installation sont rapidement effacées. Aucun camp similaire ne s'est plus jamais formé sur le sol états-unien. Retrouvons notre invité depuis les États-Unis, M. Daniel Foote. Bonsoir.
Monsieur l'ambassadeur, vous avez été nommé par Joe Biden envoyé spécial en Haïti. Vous aviez démissionné de votre poste durant cette affaire Del Rio. Vous aviez été nommé juste après l'assassinat de Jovenel Moïse, le dernier président élu du pays. C'était en juillet 2021. Votre rôle était d'aider à régler le vide institutionnel et également organiser les élections. Vous avez démissionné quand les vols d'expulsion ont démarré. Vous les avez jugés, je cite, inhumains et contre-productifs. Vous disiez à l'époque que ça allait amplifier la criminalité dans le pays. On le constate aujourd'hui, la situation est catastrophique. Cette tragédie était prévisible. Pourquoi on ne vous a pas écouté à l'époque ? Eh bien, Haïti était déjà en situation de crise avant l'assassinat. Et certainement, alors que nous étions en train d'essayer de trouver un moyen de restaurer une certaine forme de stabilité, de normalité en Haïti, il devint évident que les États-Unis allaient également utiliser leur politique d'immigration différemment de ce que nous faisions en Haïti. Et à ce moment-là, en renvoyant près de 30 000 personnes en Haïti, ils envoyaient des personnes désespérées vers ce qui est maintenant l'un des endroits les plus dangereux de la Terre. Et comme nous le disions à l'époque, cela n'allait faire qu'empirer la situation. Le plus gros problème, c'est qu'Haïti ne possède pas actuellement de gouvernement qui fonctionne. Et tant que nous ne donnerons pas au peuple haïtien quelqu'un qui pourra parler en leur nom, ce que la communauté internationale empêche actuellement, nous continuerons à avoir des problèmes. Monsieur l'ambassadeur, pourquoi à l'époque on ne vous a pas écouté ? Eh bien, vous voyez, peut-être que je n'ai pas l'air d'être le plus intelligent. Je pense qu'ils ne m'ont pas écouté parce que la politique des États-Unis vis-à-vis d'Haïti a toujours été orientée vers des solutions de facilité pour la stabilité. Et à cette époque, à chaque fois que nous avons imposé l'une de ces solutions à Haïti, depuis les États-Unis, cela n'a fait qu'empirer. Et le pays est arrivé à un point où nous ne pouvons plus laisser la situation empirer. Et il est temps de laisser les Haïtiens prendre en main leur propre destinée politique au lieu que ce soit les États-Unis qui proclament la nomination des dirigeants haïtiens. Vous avez démissionné également parce que le département d'État avait fait le choix d'Ariel Henry au pouvoir. Est-ce qu'il y a eu deal ? Est-ce qu'on peut parler de deal à l'époque ? C'est-à-dire, on vous conforte au pouvoir et en contrepartie, vous acceptez toutes les expulsions. J'ai accepté ce poste le jour même où le Core Group, donc le groupe de pays principaux mené par les États-Unis et le Canada, a sacré Ariel Henry Premier ministre d'Haïti, en dépit du fait que Claude Joseph était le Premier ministre par intérim à cette époque. Et je savais alors que si nous nous hâtions pour organiser des élections en Haïti, et si les Haïtiens n'acceptaient pas le résultat de ces élections, cela ne ferait qu'empirer les choses, et que nous allions continuer dans la même direction, et les États-Unis ne permettent pas cela, donc ils ont organisé ces élections à la hâte, et si la population haïtienne n'accepte pas leurs dirigeants et le résultat de ces élections, la situation aurait empiré, le pays serait tombé dans le chaos, l'anarchie. Avec le recul, c'est un mauvais calcul selon vous ? Absolument. C'est, comme vous l'avez dit, c'était prévisible et évitable. À l'époque, le peuple haïtien n'a pas confiance en Ariel Henry. Il n'a rien fait en près de 2 ans et la situation en matière de sécurité continue à s'aggraver. Il y a eu un record de meurtres perpétrés par des gangs et ce mois-ci, en mars 2023, la situation continue encore à se détériorer. Et tant que les États-Unis et la communauté internationale continueront à soutenir Ariel Henry, il n'y aura pas de vraie solution à la crise, aux nombreuses crises que traverse Haïti. Peut-on parler de démocratie sacrifiée en Haïti aujourd'hui ? Absolument. Plutôt que de revenir sur l'histoire, je vais juste vous dire que les 5 dernières fois où les États-Unis sont intervenus en Haïti, militairement ou politiquement, nous avons installé au pouvoir des autocrates corrompus qui ont aggravé la situation du pays. Et dans le cas d'Ariel Henry,
Nous avons dit en substance, nous voulons vous donner la démocratie, mais entre-temps, vous devez vivre sous la domination de ce dictateur. Et c'est ce qu'il est devenu actuellement. Les Haïtiens veulent la démocratie. Et les États-Unis et la communauté internationale ne leur donnent pas l'espace nécessaire pour retourner à une réelle démocratie. Et tant que ce sera ainsi, Haïti continuera à se détériorer. Et mon inquiétude, c'est que cela affectera ses voisins dans la Caraïbe et aux alentours. La crise migratoire de Del Rio, donc en 2021, se déroule à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis. Ces Haïtiens dans un campement représentaient-ils une menace politique pour Joe Biden? Absolument. C'est cette place qu'a toujours occupé Haïti dans la politique des États-Unis. Cette image négative quand une poignée d'immigrants haïtiens désespérés sont arrivés aux États-Unis. Alors Joe Biden a décidé de faire cesser cela immédiatement, sans penser aux effets que cela pouvait avoir sur, premièrement, ces personnes en tant qu'êtres humains, et deuxièmement, la situation gravissime qui se déroulait déjà en Haïti. Et tout le monde dans le pays veut partir, alors que nous renvoyons des personnes désespérées qui cherchent juste à survivre. Aujourd'hui, selon vous, qui est le vrai maître du jeu en Haïti? Le gouvernement des États-Unis, ou son département d'État en ce moment. Ariel Henry sait qu'il n'a pas besoin de négocier ou de faire des compromis avec l'opposition, parce que les États-Unis le soutiennent. Et par conséquent, il n'a fait aucun compromis et n'en fera pas, et il règne comme un dictateur, à l'exception du fait que les gangs ont le pouvoir. Le département d'État et Ariel Henry, ensemble, ont fait en sorte que ce soit les gangs qui tiennent les rênes actuellement. Monsieur l'ambassadeur, restez avec nous. Avant de poursuivre cette discussion, nous allons prendre la direction de El Paso, au Texas. Là-bas, des milliers de migrants caribéens et sud-américains tentent chaque mois de franchir cette frontière sud des États-Unis. La pression migratoire est forte et le système d'immigration au bord de l'implosion. L'an dernier, plus de 2 millions de personnes ont été refoulées, un record. Olivier Canuti a recueilli là-bas des témoignages de personnes désespérées. Regardons son reportage. C'est devant un entrepôt transformé en église, à l'extérieur d'El Paso, que le pasteur Jacob Jeudi nous a donné rendez-vous. Un homme d'église haïtien qui depuis 2016 a accueilli plus de 16 000 migrants par le biais de son organisation. Ce jour-là, comme chaque jour vers 10 h du matin, le pasteur de 52 ans a recueilli dans sa petite chapelle une cinquantaine de nouveaux migrants arrivés cette fois-ci d'Amérique du Sud. Nous avons commencé un ministère ça pour nous essentiellement travailler, recevoir migrants noirs, haïtiens, migrants qui sont en Afrique. Mais à partir de 2021, nous commençons à recevoir l'autre migrants qui sont Nicaragua, Cuba, Panama, Colombia, qui sont Venezuela, qui sont Haïti, République dominicaine, etc. etc. Là, nous regardons les Haïtiens, par exemple. Haïtiens qui quittent Haïti, nous regardons Haïti, Haïti chargé avec problème, sous tout sens. Nous regardons un pays qui est Cuba. En Cubain, ils même quitté le pays parce qu'il y a des problèmes politiques qui là-bas. On a des Vénézuéliens qui quitté le pays parce qu'il y a un problème dictatorial qui gagne là-bas et c'est même bagarre là tout qui que Nicaragua eux-mêmes ont subi. Un flux migratoire qui est de plus en plus significatif et visible avec l'arrivée de milliers de migrants aux frontières du Texas. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont prêts à tout pour fuir la misère, l'instabilité politique, la prison ou voire la mort pour le plus grand nombre dans leur pays d'origine. Un constat que partage avec nous M. Paul Christian Menfi, directeur politique de l'association Femmes, une association qui lutte auprès des migrants pour le respect de leurs droits tout en favorisant leur intégration aux États-Unis depuis de nombreuses années. Beaucoup de gens ont l'impression que le flux migratoire vers les États-Unis est en augmentation en ce moment. Et d'abord parce que on voit la situation
par exemple, dans le Darien Gap, entre la Colombie et Panama, il y a des recensements qui ont énuméré que plus que 100 000 personnes ont traversé le Darien Gap entre Colombie et Panama dans un espace de 3 mois seulement, entre juillet et septembre 2022. Et la plupart de ces gens sont... des Vénézuéliens sont la pluralité de ces migrants comme sortant de l'Amérique du Sud, mais ce n'est pas seulement les Sud-Américains qui font ce trajet, parce qu'il y a beaucoup de pays comme Haïti dans les Caraïbes, ainsi que beaucoup de pays africains et asiatiques où les ressortissants transitent à travers l'Amérique du Sud pour faire ce long trajet, souvent de jusqu'à 10 pays. Et c'est un groupe vraiment cosmopolite. Et ils fuient pour différentes raisons, mais surtout beaucoup de gens fuient parce que leur vie est en danger dans leur pays d'origine et leur possibilité de vivre dignement est impossible. Des témoignages qui en disent long sur l'angoisse, le stress et le désespoir que vivent les Haïtiens dans leur pays. Horreur qui les pousse à contre-cœur au départ. C'est l'histoire poignante de cette jeune femme, Marie-Luc Villard, une Haïtienne, mariée à un policier, obligée de partir d'Haïti, laissant derrière elle sa famille, son commerce, ses parents, pour fuir à tout prix cette terreur qui gangrène la capitale Port-au-Prince. Partir loin des siens, un exil vers l'étranger devenu vital pour sauver sa vie. Quitter Haïti pour une sécurité, quitter Haïti pour me sauver tête, pour me sauver vie, parce que c'est vraiment difficile Haïti, parce que c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai mari qui est un policier Haïti, et qui a un pile problème. Moi, j'ai un frère qui a tiré Haïti, pendant qu'il allait à l'école, il est mort. Ça a vraiment fait mal, son histoire, comme si je ne pouvais pas expliquer, parce que c'est petit frère. Moi, j'ai un frère Marim, petit frère Marim. Moi, j'ai un petit frère Marim qui est mort à Haïti, dans la police Haïti. Ça a vraiment touché nous. Bon. Nous venons pas le choix et il a dégingolé, nous-mêmes qui jeunes filles, il a violé nous, il a fait cas de gens sur nous. Il a fait nous toute qualité de bagages, des amis qui touchaient par viol Haïti. Mais moi-même, je ne pour ça arriver. Je suis obligée de déplacer, quitter le pays. C'est toujours un déchirement pour les candidats au départ. Partir, c'est affronter l'inconnu, c'est s'adapter, avancer et apprendre parfois dans la douleur. Malgré les difficultés, la tristesse et l'isolement, Marie ne regrette en rien son choix, comme de nombreux migrants venus d'Haïti ou d'ailleurs. Non, je ne regrette du tout, parce que ça fait que je regrette des hommes pendant que je quitte Haïti, maman, papa, soeur, frère, il a dit que les choses sont plus difficiles, les choses sont plus graves. Mais c'est vraiment un bon problème parce que les gens regardent comme si maman, papa, ils ont une situation qui est vraiment dure à Haïti. Parce qu'ils ont fait un décaille, pas de gaz, l'insécurité a vu une pirate, il a violé les jeunes filles, violé les petits monde. Ça a vraiment triste, ça a vraiment fait mal. Parce que la situation du pays, les jeunes qui sont Haïti, jeunes comme si même la ligue chagrin pour le pays. Ils ont aimé comme si on joue pour le pays d'abord. Mais pour nous, nous n'avons pas de regret dans la vie parce que nous quittons le pays. Parce que ça a vraiment dû à Haïti. Pour permettre aux migrants qui arrivent dans son lieu de culte de s'intégrer et de retrouver un semblant de dignité, le pasteur Jacob Jody les responsabilise en confiant à certains la responsabilité d'organiser la vie quotidienne de cette grande famille composée d'étrangers. C'est le cas de Agustina et de Franck, un couple arrivé du Venezuela. Il rassure les nouveaux arrivants, les guide, leur permet de trouver du repos, car la petite église tous les soirs se transforme en dortoir. Tous s'endorment en rêvant qu'ils quitteront le pasteur et El Paso pour s'installer ailleurs, aux États-Unis. Mais en attendant, dans cette triste aventure humaine se révèlent, dans les pleurs, de beaux liens d'amitié, parfois semblables à des relations familiales. Je crois. Quand je pense à tout ce qui est arrivé aujourd'hui, je me dis que Dieu l'a permis. Maintenant, je me sens bien. Ici, dans l'église, je me sens comme dans une famille, même si nous venons tous de pays différents. Mais ce n'est pas facile.
Au bout d'un moment, nous nous connaissons tous. Nous devenons par la force des choses des frères et sœurs. Chez nous, au Venezuela, nous aimons les gens comme ça, comme s'ils faisaient partie de notre famille. De le faire ici me fait penser que je suis à la maison même si ma famille n'est pas là avec nous. Nous aidons le pasteur en ce moment, mais nous savons qu'il nous faudra bientôt partir. Nous envoler vers un nouveau destin. C'est bizarre, car nous allons partir vers l'inconnu. En tout cas, nous espérons que nous nous dirigeons vers le mieux. Je pleure parce que nous allons devoir partir. Nous devons nous en aller. Nous ne pouvons pas rester. Nous devons laisser notre place à d'autres personnes. Nous avons quitté notre pays, notre famille, et aujourd'hui nous devons quitter nos amis. Mais Dieu sera toujours là pour nous guider, nous accompagner sur le trajet de notre vie. Et nous allons continuer à aller de l'avant sous sa direction. Nous donnons la gloire à Dieu. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Après avoir passé quelques heures en compagnie des migrants dans la petite église, on mesure assez vite les sentiments du pasteur qui semble marqué par toutes les histoires, parfois communes, de ces individus que la vie pousse vers l'exode. Il touché que moi parce que j'aime garder la vie par moi. J'aime garder qui est moi. J'aime garder qui côté saute. Pas plus beau passé. C'est même bagarre. Même utiliser l'opportunité que le pays ça baille et moi-même moi capable ça mieux aujourd'hui. Et c'est ça que me chaque grain yo connaît. Dans chaque immigrant connaît que nous pas venir ici pour nous demander seulement. Mais nous venons ici pour nous faire partie intégrale de la société ça. Et façon pour nous faire partie intégrale de la société ça, c'est pour nous embrasser toute sa société à bail dans l'opportunité pour nous-mêmes nous avancer. C'est pas comment yo bail pour nous paraître comme des mendiants, mais nous-mêmes qui sommes agronomes, ingénieurs, journalistes, nous-mêmes qui sommes pasteurs, nous-mêmes qui sommes hommes d'affaires, nous-mêmes qui avons gagné une vie dans le pays côté nous sommes. Le pays ça à côté nous entrer à élargir potentialité ça, élargir opportunité ça, nous devons utiliser. Renforcer les frontières, bloquer les migrants, le président Donald Trump a tout fait pour y parvenir. Sa nouvelle arme était la réactivation du Title 42 au début de la pandémie du Covid-19, un outil juridique approuvé en 1893, mais utilisé en 1929 pour interdire les personnes venant de Chine et des Philippines lors d'une pandémie de méningite. Le titre 42 est donc une mesure de santé publique qui a été adoptée pour protéger les États-Unis contre les nombreuses épidémies, mais qui aujourd'hui est devenu le décret anti-immigration des républicains, car celui-ci autorise l'expulsion immédiate des adultes qui sont interceptés sans visa par les gardes-frontières américains. Mais pour de nombreux militants des droits humains et des experts, il s'agit d'une violation inhumaine des lois. L'article 42 qui est resté en vigueur jusqu'à très récemment et sur généralement des calculs politiques parce que les experts et scientifiques même ont déterminé que ça n'avait pas un effet sur la santé publique des États-Unis. S'ils voulaient vraiment répondre à la COVID, ils auraient dû interdire tout le monde, mais dire à ce groupe qu'ils peuvent venir et à l'autre qu'ils ne peuvent pas venir, c'est pas comme ça qu'on répond à la pandémie, mais même le Dr Fauci l'a dit. Mais ceci est resté en place parce que les preneurs de décision ont fait le calcul qu'il fallait le maintenir pour des raisons politiques. Et ça, c'est l'administration Trump qui l'a mis en place et l'administration Biden qui l'a gardé pendant tout ce temps. Et même quand ils ont fait une manœuvre pour l'éliminer, on a vu une réponse des législateurs et des cours, des tribunaux, et pour freiner ces démarches. Le titre 42 fait peur, mais il ne décourage pas ceux qui se trouvent au Mexique. C'est le cas de Gisnel Molestine, un Haïtien, qui a fait partie de cette vague de migrants expulsés et déportés il y a plus d'1 an à la frontière de Del Rio.
Aujourd'hui, après avoir vécu au Chili, il est de nouveau au Mexique depuis quelques semaines et vit dans des conditions précaires avec des compagnons d'infortune à Juárez en attendant que son avocat, maître Alexis Lucero, qui exerce au barreau d'El Paso, puisse lui obtenir le droit d'asile. Nous ne pouvons pas nous rendre à Juárez pour des raisons de sécurité, nous l'avons joint sur Zoom. Moi, j'étais à Haïti, je suis Saint-Domingue, je fais un nombre d'états à Saint-Domingue. Après, moi, je viens à Chili en 2017. 2017, je fais 4 ans en Chili. Moi, je prends route à pied, moi, entre Mystique. Là où Mystique, moi, je viens, moi, essayer entre les États-Unis. Oui, moi, j'ai une vision pour moi et El Paso, mais moi, je suis entre légal, pas entre illégal encore, parce que je suis entre illégal déjà, je suis déporté. C'est ça que fait moi et chercher des moyens, contacter avec un avocat pour aider entre les légales. Monsieur Monestine fait partie des clients haïtiens que nous avons, qui sont au Mexique, à Juárez, de l'autre côté de la frontière. La façon dont nous travaillons a changé depuis quelques mois, car ne pouvant rencontrer nos clients, nous travaillons sur Zoom. Nous les aidons à distance afin qu'ils obtiennent les documents leur permettant de venir aux États-Unis. Le plus important pour l'immigration, c'est que chaque candidat puisse prouver qu'il a de la famille qui soit en mesure de l'accueillir, mais surtout en mesure d'en assurer la charge. À ce moment-là, nous remplissons la demande de libération conditionnelle humanitaire, adossée à une demande d'asile, à titre exceptionnel avec l'immigration, compte tenu que le Title 42 est toujours en vigueur. Si nous réussissons, nos clients sont donc en mesure de passer la frontière dans le secteur d'El Paso au Texas et sont alors autorisés à rester 1 année aux États-Unis à compter de leur date d'arrivée sur le territoire américain. Quel est le point de vue des militants politiques, qu'ils soient démocrates et républicains, sur l'immigration et sur les décisions politiques de leurs dirigeants? Plus de 2 ans après les élections présidentielles de 2020, Amor, une jeune femme cubaine militante démocrate, supportrice de Joe Biden, et Enzo, un jeune haïtien républicain, supporter de Donald Trump, tirent chacun leur bilan de la politique d'immigration décidée à Washington. Pour Enzo, Donald Trump a agi pendant 4 ans en faveur des Américains en cherchant à les protéger des dangers de l'immigration, alors que pour Amor, notre démocrate, elle apporte des nuances sur la mise en place de la politique de Joe Biden qu'elle juge bien trop timide, malgré des décisions récentes en faveur des Haïtiens. Je pense vraiment que le Parti démocrate n'est pas si bien fait que cela. Eh bien, ces 2 dernières années, nous avons dit, les démocrates, que nous voulions aider les migrants. Nous avions dit que nous voulions améliorer les conditions d'arrivée des migrants ici aux USA, et cela a été horrible, car nous n'avons pas fait grand-chose. Il y a eu tellement de gens qui sont morts sur la route pour se rendre aux États-Unis. Tant de gens ont reçu de fausses promesses sur ce à quoi ils pouvaient s'attendre en arrivant aux États-Unis. C'est vrai que c'est toujours moins cruel que ce que nous avons vu en 2020 sous l'administration Trump, où ils séparaient les enfants de leur famille à la frontière. Et nous essayons toujours, vous savez, d'unifier ces enfants avec leurs parents. Cependant, nous n'avons pas réussi à avoir une structure ni un système organisé pour aider. L'afflux d'immigrants qui arrivent dans notre pays est trop important et notre système d'accueil est dépassé, trop lent, pas assez rapide pour traiter toutes ces demandes d'asile. Alors, les gens sont enfermés dans des centres de détention. Un grand nombre vivent de l'autre côté de la frontière, au Mexique, où cela peut être vraiment dangereux en attendant patiemment leur tour. Je ne pense pas qu'il ait changé grand-chose en termes d'immigration. Ça a été idem. Il y a eu des enfants qui étaient dans les cages sous Obama. Ça a continué sous lui, sous le président Trump. Il a simplement essayé de sélectionner, si vous voulez, ou il aurait voulu sélectionner les gens qui arrivaient pour éviter, pour empêcher qu'autant de criminels et de vendeurs de drogue et de passeurs de drogue arrivent. Déjà, je dois faire une petite parenthèse pour dire, comme c'est bien de la part des démocrates qui ont eu à dire venez, 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 venez,
Il y avait 2 ou 3 avions par jour qui envoyaient les Haïtiens en Haïti. Ça, c'est un fait, qu'on ne parle pas. Ensuite, pour la plupart, les Haïtiens sont plutôt des immigrants économiques. Avec tous les problèmes qui se passent en Haïti, au fil du temps, les gens ont voulu une meilleure condition de vie. Donc, ils ont atterri ici. Ce qu'on peut comprendre. C'est pas... je ne veux pas généraliser, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont arrivées ici parce que vraiment ils avaient eu des problèmes, leur vie a été menacée. Mais le chiffre est minime. C'est pas comme on veut nous faire croire. Ce sont plutôt des réfugiés économiques. Pour certains, le chemin semble plus facile une fois arrivé aux États-Unis. C'est le cas de Karina, une Cubaine arrivée en Floride il y a quelques mois après avoir quitté Cuba sur un bateau de fortune, puis traversé à pied une partie du Mexique avant de franchir, comme des milliers de réfugiés, la frontière d'El Paso. Après un court séjour au centre de détention, Karina a opté pour Miami pour y retrouver sa famille. Aujourd'hui, elle travaille à mi-temps dans une entreprise de nettoyage gérée par une Française installée aux USA depuis plus de 10 ans. Pour Karina, sa priorité reste avant tout l'obtention d'un visa ou de sa résidence, le Graal pour tout immigrant voulant s'établir durablement dans le pays de l'oncle Sam. Ça n'a pas été facile pour moi, car avant de fuir par la mer pour me rendre au Mexique, j'ai passé quasiment une année sans voir mon fils ni ma mère à Cuba chez moi. Je ne pouvais pas aller dans ma maison, j'avais peur, j'ai été seule. J'étais toute seule pour célébrer mon anniversaire, aucun moyen de fêter la fin d'année en famille. J'ai la sensation d'avoir abandonné ma maman. La police venait chez moi constamment et menaçait ma mère. Ensuite, j'ai embarqué avec d'autres dans un bateau et nous avons pris la mer. La traversée a duré 8 longues journées. 8 jours horribles, mais heureusement, malgré la tempête, le mauvais temps, le manque d'eau, de nourriture et de carburant, nous avons réussi la traversée et on s'en est tous sortis vivants. J'espère que l'immigration examinera tous les documents que j'ai pu prendre avec moi et qu'ils accepteront ma demande d'asile. Alors je pourrai faire une demande pour mon fils. Personne ne semble être en mesure de stopper, voire ralentir cette marée humaine qui déferle sur les États-Unis depuis de nombreuses années. On estime à 2500 le nombre minimum de migrants qui tentent de passer illégalement au Texas chaque jour. Des chiffres invraisemblables qui mettent le système mis en place aux frontières au bord de l'implosion. Toutes les politiques, qu'elles soient républicaines ou démocrates, montrent leurs faiblesses et leurs limites face à la misère, l'instabilité politique et la violence des pays du Sud. Ces conditions de misère extrême poussent toujours plus ces hommes, ces femmes, ces familles sur la route dangereuse de l'exil. À l'image de Marie, Karina, Gisnel Molestine, Augustina et de Franck, aucun danger, aucun mur, aucune frontière ne saurait les stopper ou briser leur espoir de réaliser comme d'autres avant eux leur rêve américain. Monsieur l'ambassadeur Daniel Foote, nous revenons vers vous. Je rappelle que vous êtes l'ancien envoyé spécial de Joe Biden en Haïti. Nous venons de voir un reportage à la frontière donc entre le Mexique et les États-Unis avec l'arrivée de migrants. Pour limiter donc l'arrivée de migrants sous la frontière sud, l'administration Biden a mis en place depuis janvier une politique de quotas pour les ressortissants haïtiens, cubains, vénézuéliens et nicaraguayens. Elle accorde 30 000 autorisations d'entrée sur le territoire par mois, mais les demandes doivent se faire en ligne et dans les pays d'origine. Est-ce un bon moyen, selon vous, de dissuader des migrants de venir à la frontière ? Je ne pense pas. Ils viendront à la frontière aussi longtemps que leurs oncles et tantes, leurs frères et leurs pères seront aux États-Unis et qui leur diront comment ils sont venus et comment ils s'en sont sortis. Je comprends ce que l'administration américaine essaye de faire, mais en Haïti, 30 000 Haïtiens ne peuvent pas trouver un parrain aux États-Unis chaque mois. C'est presque risible de penser que les gens les plus pauvres du monde vont trouver des personnes qu'ils ne connaissent pas pour les parrainer. Alors,
C'est un peu comme une mesure de fortune qu'on applique à des fins publiques pour que cela ait l'apparence d'une aide que l'on apporte à ces personnes, alors que finalement, cela leur rend plus difficile l'immigration aux États-Unis. En Haïti, aujourd'hui, ceux qui le peuvent cherchent à tout prix à fuir le pays en plein chaos. Quelle solution, selon vous, pour éviter cette hémorragie qui a en plus des répercussions sur la politique migratoire aux États-Unis ? Eh bien, manifestement, une amélioration de la situation du pays. Et Haïti se trouve actuellement dans une terrible posture. Ayant travaillé dans ce pays et aux alentours depuis seulement une quinzaine d'années, je peux affirmer que la situation est pire que tout ce que j'aurais jamais pu imaginer auparavant, et elle peut encore empirer. Le peuple haïtien a besoin d'un gouvernement de transition qui représente le peuple, qui améliore la sécurité, qui travaille avec la communauté internationale et qui s'acheminera vers des élections lorsque les conditions le permettront. Ariel Henry va seulement continuer à prolonger le marasme dans lequel se trouve actuellement Haïti, et les élections qu'il organisera échoueront parce que le peuple haïtien ne lui fait pas confiance et croit qu'il va truquer les élections au profit de son propre parti. Monsieur Foote, peut-on parler d'un système d'immigration aux États-Unis au bord de l'implosion, au bord de la rupture? Eh bien, j'ai travaillé dans le système d'immigration en tant que consul qui approuve ou désapprouve ces demandes. Et au cours des 30 dernières années, j'ai observé le système d'immigration et je l'ai vu devenir de plus en plus en tension sur cette période. Et maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que les personnes qui fuient l'oppression, les persécutions et sont confrontées à un réel danger si elles reviennent dans leur pays, ne sont pas autorisées à demander l'asile aux États-Unis, ce qui va à l'encontre du droit et des conventions internationales. La question de l'immigration empoisonne le débat politique entre démocrates et républicains aux États-Unis. Comment conjuguer fermeté et humanité en matière d'immigration? Eh bien, manifestement, le système des États-Unis a besoin d'une réforme, quelle qu'elle soit. C'est ce que tout le monde a toujours répété au cours de mes 30 années de carrière. Mais notre situation politique ne le permettra pas, parce que les républicains veulent que personne ne rentre dans le pays et les démocrates veulent gagner leur réélection. Alors, je pense que nous allons continuer à voir le gouvernement être plus ferme en matière d'immigration. Mais il doit respecter les traités et les conventions internationales que les États-Unis ont signés et ratifiés au fil des années. Et ce n'est pas le cas actuellement. Monsieur l'ambassadeur, quel est votre regard sur les Haïtiens en Haïti qui font la queue de longues heures pour obtenir des visas pour aller aux États-Unis? La vraie tragédie, ce sont les 12 millions de personnes qui vivent dans ces conditions en Haïti. Et le nouveau système des États-Unis, avec des parrains, etc., privilégie les riches et ceux qui ont des amis dans le contexte des États-Unis et qui peuvent suivre la procédure et obtenir leur visa. Les Haïtiens qui ont le plus besoin d'aide n'ont pas Internet chez eux. C'est impossible pour eux de se rendre à l'ambassade sans se faire tirer dessus. Donc, ce que cela va faire, c'est que cela va appauvrir les Haïtiens pauvres et pousser hors du pays les diplômés et ceux qui ont la possibilité de partir. Or, c'est exactement l'opposé de ce que les États-Unis souhaitent encourager afin de maîtriser l'immigration. Monsieur l'ambassadeur Daniel Foote, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions depuis les États-Unis. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Caraïbes. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Martinique la Première.